Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Déjà 9 jours d'hostilité en Ukraine, la Russie maintient sa pression militaire sur Kiev et fait peser la menace nucléaire. L'ONU a appelé à une réunion d'urgence sur le dossier alors que la Russie adopte une série de lois contre les sanctions dont elle fait l'objet. Le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre. Albert Ouedraogo a été nommé jeudi par le président de la transition et c'est une semaine politiquement chargée qui s'achève, nous dira Lamine Traoré, notre correspondant sur place. Et si vous êtes amoureux du basket, soyez de la partie à la fin de ce journal. Nous poursuivons notre série sur la présentation des principaux clubs qui prennent part à la Basketball Africa League. Ce soir, gros plan sur le Rwanda. La culture est également au rendez-vous de ce journal. Roger Moutou sera là pour Culture Hebdo. Il évoquera notamment le passage à Washington DC de l'artiste gospel Mike Kalambay. Une fois encore, bonsoir. Au 9e jour de l'invasion russe en Ukraine, les hostilités continuent. Ce vendredi matin, l'OTAN a rejeté la création d'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine et le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à une réunion d'urgence sur le dossier. L'Ukraine table sur un 3e round de négociations avec Moscou ce week-end et la Russie a adopté une série de lois anti-sanctions. Les derniers développements avec Michel Joseph. Les membres de l'OTAN ont rejeté ce vendredi la demande de Kiev de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine pour éviter de se laisser entraîner dans le conflit, selon le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Les alliés sont convenus que nous ne devrions pas avoir d'avions de l'OTAN opérant dans l'espace aérien ukrainien, ni de troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Il a ajouté: l'OTAN est une alliance défensive. Nous ne voulons pas être partie prenante au conflit en Ukraine. Ce vendredi également, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé une réunion d'urgence à la demande du Royaume-Uni afin d'étudier les conséquences des bombardements russes dans la nuit sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe au sud de l'Ukraine. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a réagi plus tôt en déclarant que l'attaque contre la centrale nucléaire de Zaporozhye a été organisée par des saboteurs ukrainiens. Il a ensuite fait un état de la situation. Actuellement, le personnel de la centrale nucléaire de Zaporozhye continue de travailler comme d'habitude, entretient les installations de la centrale et surveille la situation radioactive. Le rayonnement radioactif dans la zone de la centrale électrique est normal. Le régulateur ukrainien du nucléaire a également donné des précisions et indiqué qu'aucune fuite radioactive n'avait été détectée. Plus tard dans la journée, la présidence ukrainienne a indiqué tabler sur une 3e série de négociations sur la Russie ce week-end. La 3e étape peut avoir lieu demain ou après-demain. Nous attendons. Nous sommes en contact permanent avec eux. La chancellerie allemande a fait valoir que Vladimir Poutine a assuré à Olaf Scholz que les négociations reprendraient ce week-end. De son côté, le Parlement russe a adopté aujourd'hui plusieurs lois destinées à contrer les effets des sanctions occidentales sur l'économie du pays, avec des mesures comme l'augmentation des retraites et du salaire minimum, ainsi qu'un moratoire sur les dettes des petites et moyennes entreprises. Retrouvons tout de suite Philippe Krauter pour évoquer justement les derniers développements sur le terrain de ce conflit. Philippe Krauter, bonsoir. Philippe, vous m'entendez ? Je crois qu'on a quelques soucis avec Philippe. Nous reviendrons sur lui dans un instant. En dépit donc de difficultés rencontrées, les ressortissants africains en Ukraine continuent de chercher refuge ailleurs. Des opérations de rapatriement sont en cours, comme à Abuja, où plusieurs centaines de Nigérians ont été accueillis ce vendredi. Notre correspondant Gilbert Tamba était sur place.
Le premier groupe de ressortissants nigérians évacués du conflit en Ukraine est arrivé mercredi matin à l'aéroport international Nnamdi Azikiwe à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Le groupe est composé de 415 étudiants en provenance de la capitale roumaine, Bucarest. Mon expérience par rapport aux autres amis est meilleure. J'ai quitté avec un groupe de personnes. Tout a commencé mercredi vers 5 heures du matin, quand je me suis réveillée et j'ai entendu un grand bruit. Nous avions compris que c'était une bombe. Notre situation a changé à partir de ce moment. Nous avions trouvé un abri dans le souterrain. Tout était fermé autour de nous, les marchés, supermarchés, et il y avait beaucoup de personnes, pas de nourriture. Le Nigeria devrait évacuer au total 5000 citoyens qui fuient le conflit en Ukraine. Beaucoup ont regagné, non sans grande difficulté, les pays voisins tels la Roumanie, la Pologne et la Hongrie avant d'être rapatriés dans leur pays d'origine. Je ne souhaite même pas que ce que j'ai vécu arrive à mon ennemi. Nous étions à l'école quand nous avions entendu des bombardements et des cris dans la ville. À partir de ce moment, il fallait trouver un moyen pour quitter cet environnement. L'opération de rapatriement devait commencer mercredi, mais a été retardée en raison de problèmes logistiques. L'invasion russe de l'Ukraine a provoqué un exode massif de civils, dont des milliers d'étudiants internationaux d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. Merci Gilbert, et nous essayerons toujours d'avoir Philippe tout au long de ce journal si la technique le permet. Toujours au Nigeria, donc, le gouvernement veut vider d'ici 2026 tous les camps des déplacés de Maïdougouri dans le nord-est du pays. Sur les 13 que comptait la capitale de l'État de Borno, 6 ont déjà été fermés. Des centaines de milliers de personnes qui avaient fui les violences djihadistes se retrouvent ainsi pressées par les autorités à rentrer chez elles pour se remettre au travail et ne plus dépendre de l'aide humanitaire. Mais pour les ONG, la sécurité de ces rapatriés est loin d'être assurée. Arzouma Kampaoré. Les toits de tôle sont démontés les uns après les autres. Dans ce camp de déplacés du nord-est du Nigeria, les habitants commencent à partir. Les autorités ont en effet décidé de fermer d'ici 4 ans tous les camps de Maïdougouri, capitale de l'État du Borno. Des centaines de milliers de déplacés se retrouvent ainsi poussés à rentrer chez eux dans des zones qu'ils ont fuies il y a des années parce qu'elles étaient tombées aux mains des djihadistes. Le gouvernement dit vouloir en finir avec la dépendance à l'aide humanitaire et rendre autonomie et dignité à tous ces Nigérians. Il est donc impatient de les voir retourner, travailler dans les champs ou pêcher pour subvenir à leurs besoins. Certains disent se réjouir à l'idée de quitter enfin ces camps où leurs conditions de vie sont difficiles. Je suis profondément heureuse de pouvoir rentrer chez nous, dans notre maison ancestrale. J'ai prié pour que Dieu, dans son infinie miséricorde et sagesse, nous accorde la paix éternelle. Mais pour nombre de déplacés, la perspective du départ est plutôt une source d'angoisse. Les attaques visant les civils ont certes baissé par rapport aux années précédentes, mais certaines zones de l'État du Borno ne sont toujours pas sûres. Les ONG alertent face au risque de ce qu'elles appellent les réinstallations forcées. Selon Amnesty International, certains rapatriés ont déjà été tués ou blessés. Autre inquiétude pour ceux qui ont passé des années dans ces camps, pourront-ils vraiment vivre de leur travail une fois rentrés chez eux? Question d'autant plus cruciale que les ONG se sont vues interdire par les autorités d'aider les communautés réinstallées. Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement pouvoir pêcher, mais que les échanges commerciaux fonctionnent aussi bien qu'avant. Nous voulons que la situation nous permette d'exporter le poisson là où il y a une forte demande. Nous voulons attraper du poisson et pouvoir le vendre à ceux qui vivent en dehors de Baga. Pas simplement le vendre à des soldats qui ne le valorisent même pas. Le gouvernement assure que personne n'est forcé à rentrer dans les villages. Il offre une aide financière à ceux qui souhaitent rester à Maïdougouri, mais une aide très limitée. Alors, la majorité des déplacés se résigne à partir.
Également dans l'actualité ce soir, au Mali, une attaque imputée à des djihadistes contre un camp de l'armée a fait de nombreux morts dans les rangs des soldats eux-mêmes. Aujourd'hui à Mondoro, dans le centre du pays, les informations sont parcellaires. Les communications avec Mondoro, qui se trouve dans une zone reculée, sont coupées, souligne un élu. L'attaque a fait de nombreuses victimes, confirme cependant Moussa Ngoïba, membre d'une association de personnes originaires de Mondoro établie à Bamako. Aucune information n'a filtré du côté des autorités et de l'armée malienne qui, pour l'instant, ont gardé le silence, mais confirment tout de même cette attaque. Toujours dans la région, les Burkinabés connaissent désormais qui tient les rênes du gouvernement. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a nommé l'économiste Albert Ouedraogo comme Premier ministre. Sa nomination intervient au lendemain de l'investiture du président de la transition. C'est donc une semaine politiquement chargée qui s'achève et qui a commencé lundi avec la signature de la charte de la transition. Voyons tout cela avec Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou. De 20h jeudi, c'est un décret signé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba qui le nomme. Titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, Albert Ouedraogo, 53 ans, est économiste, spécialiste en développement des entreprises et en management. Sa biographie dressée par la présidence souligne son expérience dans le domaine du management des administrations publiques, des projets de développement ainsi que des entreprises privées. La veille, mercredi, c'est le lieutenant-colonel qui était investi comme président de la transition. Devant plus de 700 invités, il a arboré le collier du grand maître des ordres burkinabés. Beaucoup d'attentes. Cette transition pour nous est une pause et une interpellation pour toutes les composantes de notre société. Une interpellation à faire mieux dans la gouvernance, dans la sécurité. Notre souhait, c'est de voir le Burkina Faso retrouver la paix, la stabilité et le retour de la sécurité afin que tous ceux qui sont victimes, notamment les PDI, puissent donc rejoindre leur site d'accueil. Plus tôt lundi, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a été désigné pour diriger une transition de 36 mois à l'issue des assises nationales. Ces assises seront l'occasion pour toutes les forces vives de la nation rassemblées ici de connaître et d'examiner en profondeur et sans complaisance les projets de textes et d'agenda de la transition. Rien ne peut prospérer dans la sournoiserie. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se parle. Et je crois qu'on sait parler, on sait dire la vérité. Signé très tard lundi nuit par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, la charte de la transition prévoit entre autres un gouvernement de 25 membres au maximum avec un premier ministre civil. L'Assemblée législative comptera 71 membres. Il me semble qu'on a retrouvé Philippe Krauter. Philippe, si vous m'entendez, quelle est la situation sur le terrain où vous vous trouvez ? Alors je me trouve à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, sur un poste de frontière où beaucoup de réfugiés sont passés les derniers 8 jours. Je peux vous dire que la situation du côté ukrainien est toujours dramatique, mais beaucoup mieux organisée du côté polonais. Ici, il y a un très bon accueil pour ces réfugiés ukrainiens et d'autres nationalités. Il y a des repas chauds, par exemple, il y a des vêtements aussi. Et je vous raconte juste une histoire pour vous illustrer tout cela. Un jeune étudiant du Nigeria vient de me parler. Il était à Lviv, dans la ville à l'ouest de l'Ukraine, pendant une semaine. Il était en train d'attendre pour pouvoir venir ici en Pologne. Il a dû marcher aujourd'hui 3 heures. Ensuite, il a dû passer par le poste de contrôle pendant 3 heures ici. Après 6 heures, il était ici sur le sol polonais. Donc quelqu'un d'assez content qui veut maintenant voyager un peu plus loin jusqu'à Varsovie, la capitale ici de la Pologne. Alors Philippe, on parle de plus en plus de la crise humanitaire et notamment de celle des réfugiés. Assiste-t-on toujours au déplacement massif des populations, des exemples comme celui du Nigérian que vous évoquiez tout à l'heure?
Bien, vous savez que les prédictions de la part des Nations Unies sont assez graves, qu'il pourrait y avoir des 4 millions ou même 5 millions de réfugiés. On est déjà au nombre de 1,2 million de personnes selon les Nations Unies, avec 165 000 personnes qui ont croisé les frontières entre l'Ukraine et les pays voisins ce jeudi. C'était hier, un peu moins que la journée antérieure, mais c'était mardi où presque 200 000 personnes ont fait ce voyage. Énormément de réfugiés sont partis de l'Ukraine. C'est plus de 2% de la population entière de l'Ukraine qui est déjà partie du pays dans tous les pays voisins, l'Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie aussi, la Moldavie et notamment ici en Pologne. Et cette crise humanitaire, normalement, elle va s'aggraver vu ce qui se passe sur le terrain en ce moment en Ukraine. Alors, ce conflit a commencé il y a 9 jours. Où en sont les efforts diplomatiques et est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste? Non, pas vraiment. Il y a bien des efforts diplomatiques. Vous savez qu'il y a eu un coup de fil, par exemple, entre le président français Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutine, sans vraiment de solution diplomatique. Il n'y en a pas en ce moment. Il y a des pourparlers, mais ce ne sont pas des pourparlers de paix entre l'Ukraine et les Russes. Ils se parlent, c'est une bonne nouvelle, mais cela ne mènera pas à une fin de cette guerre dans les prochains jours. Cela semble assez clair. On le sait de la part du président russe Vladimir Poutine qu'il veut continuer la guerre, que selon lui, tout ce qui était programmé, tout ce qui était prévu de la part de l'armée russe est en train de se réaliser, que son plan fonctionne. Et vous le savez très bien, les bombardements continuent dans les villes principales. Et bien sûr, la capitale, Kiev, elle est entourée presque entièrement maintenant par des troupes russes. Donc une ville qui se prépare à des combats qui pourraient être très violents. Merci Philippe et faites attention à vous. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. Voilà, on me signale de continuer donc pour parler de cette autre information en politique, mais cette fois en Tanzanie où les procureurs ont annoncé ce vendredi l'abandon des poursuites pour terrorisme contre Freeman Mbowe, le chef du principal parti d'opposition. Une décision qui ouvre ainsi la voie à une remise en liberté de M. Mbowe, détenu depuis le 21 juillet dernier. C'est aussi la fin d'un procès qualifié de politique par sa formation et critiqué par les organisations de défense des droits civiques. Âgé de 60 ans, Freeman Mbowe était accusé de financement du terrorisme et complot terroriste avec 3 autres membres de son parti. Ils avaient été arrêtés en juillet à Mwanza, dans l'ouest du pays, où devait se tenir un rassemblement afin de demander des réformes constitutionnelles. Vous regardez donc Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC. Vous êtes sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. Un programme de VOA Afrique. Nous émettons en direct de Washington DC. La saison 2 de la Basketball Africa League débute ce samedi 5 mars à Dakar au Sénégal.
Le Rwanda, hôte de la saison inaugurale l'année dernière, est représenté par le Rwanda Energy Group, en abrégé REG. Avant le départ de l'équipe pour la capitale sénégalaise, Jean-Baptiste Minkoïza a suivi une de ses séances d'entraînement à la Kigali Arena. Voici son reportage repris ici par Yakuba Ouedraogo. Selon certains habitants de Kigali, la capitale du Rwanda, REG est un club pas très connu. Je n'ai aucune idée des REG, mais de toutes les façons, je leur souhaite du succès. La direction du REG affirme que certains Rwandais pourraient ne pas connaître le club, car il a été fondé il y a seulement 5 ans. Je ne dirais pas qu'il n'y a personne qui ne connaisse le club de basket de REG parce que vous savez que différentes personnes ont des goûts différents en matière de sport. Mais ce que je dois dire, c'est que REG, en tant que club de basketball, attire de plus en plus de fans autour de Kigali et dans tout le pays au cours des 5 dernières années que nous existons. Notre base de fans augmente année après année. En 5 ans, nous avons remporté 2 trophées de la Ligue nationale. Les 12 équipes participant à la saison 2022 de la balle sont divisées en 2 conférences, la conférence Sahara et la conférence Nil. Comment REG est-il préparé pour battre ses adversaires ? Francis Mourinda-Bigui est le président du REG Basketball Club. Nous aimerions faire mieux que les Patriotes qui ont représenté le Rwanda l'année dernière. Ils ont atteint les demi-finales. Nous voulons atteindre la finale. Nous nous sommes bien entraînés et nous espérons pouvoir atteindre cet objectif. Le capitaine du REG Basketball Club, Eli Kadji, pense également qu'ils peuvent faire mieux que le club qui a représenté le Rwanda l'année dernière. Tout est en ordre en termes de préparation pour que nous puissions obtenir des meilleurs résultats par rapport à ce que le club qui a représenté le Rwanda a atteint l'année dernière. Monsieur Francis Mourinda-Bigui appelle tous les Rwandais à soutenir le club. Le basketball est populaire au Rwanda. Nous appelons tous les Rwandais et pas seulement nos supporters à nous soutenir sur le déroulement de cette compétition car nous représentons le Rwanda. Et ceux qui pourront venir à Dakar pourront venir nous aider car le soutien des supporters est très important pour les joueurs. REG débutera la compétition en jouant contre l'association sportive Salé du Maroc le 6 mars 2022 à Dakar, au Sénégal. Il est aussi un bon basketteur. Lui, c'est Roger Muntu. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu donc. Le Kiev Silly Ballet, qui était en tournée en France, sera accueilli en résidence au théâtre du Châtelet à Paris en raison de l'invasion russe en Ukraine, a annoncé jeudi la maire de la ville, Anne Hidalgo. Actuellement, à Paris, le Kiev Silly Ballet a exprimé son souhait de rester pour le moment en France afin de continuer à travailler, à répéter et à faire vivre leur art. À tuer, Madame Hidalgo. Cette compagnie ukrainienne était en tournée en France avec des représentations de Casse-Noisette et Tchaïkovski. Une autre compagnie de la capitale ukrainienne, le Grand Ballet de Kiev, qui donnait mercredi soir une représentation près d'Arcachon, devait, elle, partir pour une tournée de 10 dates en Pologne organisée en soutien. 9 ans après son dernier opus, Stromae signe Multitude, album francophone le plus attendu en 2022. Une réussite qui lui permet d'enfiler différents costumes et de faire défiler les paysages sonores en globe trotté de la musique. À 36 ans, donc 37 ans dans quelques jours, l'artiste a repris son envol remontant sur scène. Une première depuis 7 ans pour 3 avant-premières à Bruxelles, à Paris et à Amsterdam. L'idée était de présenter le successeur de son album Racine Carrée 2013, celui de la consécration. La nouvelle livraison, en tout cas, s'appelle Multitude, prévue aujourd'hui vendredi et à tout de la recette gagnante. Il est l'un des ambassadeurs de Madjabou Gospel, l'artiste musicien gospel Mike Kalambaï était de passage à Washington DC pour un concert. Il nous parle de son prochain album. Suivons un petit extrait. Je suis en train de travailler sur un nouvel album qui pourra arriver incessamment, mais sincèrement, on y était plusieurs responsabilités qu'on a eues en fin de l'année.
surtout avec Madjabou Talent. Oui. Il serait même déjà sorti. Je peux vous garantir que c'est un très bel album. Il aura pour titre, déjà, c'est une exclusivité que je parle comme ça. Oh, super. Même le titre, Tu en toutes circonstances, c'est le titre de cet album. J'attends impatiemment pour écouter les tubes de cet album. Mais est-ce que le pasteur Mike Kalamba il peut nous faire un petit acapella, pourquoi pas? Nalingi yo mingi Zambé motema nangai Yo Zambé akoyemba yo Nupesa yo nyos o nyanga yeah. Waouh, bravo, 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 bravo. Sinon, c'était parfait. L'intégralité de cette interview dans RM Show sur notre site voafrica.com. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous cette semaine dans Culture Hebdo. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches, toujours en compagnie de VOA Afrique. Merci Roger, j'ai retenu Nalingi, je ne sais pas ce que ça veut dire. On reste en culture. Le groupe kényan d'aide aux réfugiés organise un défilé de mode international virtuel en Afrique de l'Est pour les femmes réfugiées. Les organisateurs affirment que les recettes du défilé serviront à aider les femmes fuyant les conflits en Afrique centrale et orientale. Suivez les détails dans ce reportage de Brenda Moulinia à Nairobi, au Kenya donc. Le récit est de Rosine Munezero. Elisabeth Yard semble à l'aise sur la passerelle. La robe qu'elle porte pour le défilé de mode Refugee de cette année porte son nom et raconte l'histoire de sa jeune vie. Dans notre culture, lorsque vous avez vos premières menstruations, votre famille vous offre un très long collier. Si vous venez d'une famille riche, il est long, plus long, comme ça. Et si vous venez d'un milieu modeste, il doit être juste un peu plus court. Yor Gideon avait 13 ans lorsqu'elle a fui son pays natal, au Soudan du Sud, il y a 10 ans, pour échapper à un mariage arrangé. Elle n'avait pas encore reçu son collier, mais le défi Refugee lui a donné l'occasion de vivre cette tradition. Selon la styliste Monica Canari, la mode peut aider les autres à apprécier les cultures répressives que vivent de nombreuses jeunes filles. J'ai dit que nous allions donner à Yar le bijou le plus long possible parce que sa valeur ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas de vos circonstances ou de ce qui se passe, mais elle vient de ce que vous êtes en vous-même. Yor Gideon travaille actuellement comme mannequin et styliste. L'objectif de Refugee est d'aider les filles et les enfants réfugiés à s'adapter à leur nouvelle vie à Nairobi après être arrivés de pays en conflit, comme l'a fait Yor Gideon. L'organisation à but non lucratif propose une éducation, une formation économique et un soutien émotionnel et mental. Et elle adopte une approche holistique par le biais de la création de mode. Les filles de notre programme ont la possibilité de travailler ici. Elles sont en mesure de gagner un revenu et d'acquérir des compétences commerciales et de leadership. Ces modèles sont donc teints à la main par les filles du programme. Ce sont elles qui créent les motifs et chaque motif porte le nom des filles qui l'ont créé. Selon Madame Canary, l'événement de mode montre ce qui est encore possible, même si les choses semblent obscures. Parfois on se dit, je suis condamnée, c'est fini, c'est fini. Je ne peux pas jouer, je ne peux plus être une jeune fille, je dois être une épouse. Je pense qu'il est très important que chaque jeune reçoive ce message. Ne vous laissez pas limiter par vos circonstances. Si vous le voulez et que vous pouvez trouver un moyen, saisissez cette opportunité pour faire un bond en avant vers autre chose. Les recettes de l'événement serviront à aider les milliers de filles qui cherchent un refuge à Nairobi, au Kenya. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez un excellent week-end. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent,
mais un seul champion.